Salut, tu me reconnais? Allez, choisis une matière. Bienvenue dans ma classe virtuelle. Content de te voir. Tiens, tiens, je crois qu'il va y avoir de la rigolade dans l'air aujourd'hui. Mon ami le pitre est de retour en classe. Nous allons découvrir tous ensemble les exercices que j'ai juste terminé de vous préparer hier soir sur l'orthographe. Et hop! L'école de demain qui s'ébauche déjà sur Internet, c'est ici qu'on est en train de l'inventer. Chez Sundance Software, on teste une des premières expériences d'accompagnement scolaire en ligne. L'accompagnement scolaire, c'est la réponse payante des sociétés privées informatiques à l'angoisse des parents devant la crise de l'école et les devoirs du soir. C'est aussi un formidable marché en devenir. Un marché aujourd'hui très convoité. Le groupe de communication français Havas Vivendi vient de racheter Sundance Software et contrôle désormais 70% du multimédia éducatif, alors qu'Hachette Lagardère n'en détient pour l'instant que 15%. Si un enfant demande de l'aide, on va le voir et on va le savoir puisqu'on va voir son personnage lever le doigt. S'il a du mal à donner une réponse parce qu'il cherche, on va le voir se gratter la tête. Donc même dans ces instants, on gère une ergonomie très conviviale et on a cette interactivité qui est poussée très très loin. Attention, en cliquant cette porte, tu quittes la... Si tu y tiens, d'accord, à tout à l'heure. Ça coûte pas cher? Ça coûte pas cher. Bah oui, vous me dites 300 francs pour combien de temps? 6 mois, pour une consommation illimitée. Donc effectivement, c'est aujourd'hui une politique tarifaire, je dirais, relativement agressive. Quand on compare au coût d'une heure d'une leçon particulière, par exemple. Mais il est bien entendu qu'aujourd'hui, Internet n'est pas aussi répandu qu'on peut le croire, que le taux d'équipement est encore faible, et que c'est à nous de montrer, de prouver, d'éduquer, de sensibiliser, et donc de rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, les initiatives se multiplient, on est de plus en plus sollicité par les écoles, voire les collectivités, voire les académies. En ce moment, on est en contact très proche avec l'Académie d'Amiens dans le cadre d'une expérience, d'une version ADI enseignement. Donc c'est tout à fait récent et on apprend à le gérer, on le découvre et c'est très bien. Pourquoi pas imaginer une salle de cours universelle avec un programme qui serait complètement européen? Je sais pas ce qu'en penserait ma mère, quoi. Pour moi, je crois que ce serait mieux, mais elle, ça lui viendrait pas directement à l'esprit, quoi. D'aller comme ça directement à l'école à partir d'un écran, ça fait un peu bizarre. C'est vrai que si l'école était sur l'ordinateur, on resterait chez nous et on verrait pas trop nos enfants. Il y aura pas de punition, à mon avis, je crois. Enfin, on aura peut-être. Si, il peut te donner une punition en ligne. Oh, oui, mais je veux dire des heures d'école, je sais pas. Ah oui, oui. Des heures en plus sur ordinateur. Oui, les professeurs ne seraient pas contents parce qu'ils peuvent pas voir aussi ce qu'on fait vraiment. Si on fait n'importe quoi, il faudra une caméra aussi qui nous surveille. On a démarré après les Américains, ça c'est sûr. Ceci étant, on va aujourd'hui à une vitesse supérieure que les Américains, donc on va rattraper, peut-être pas la totalité du retard, mais en tout cas une partie, très rapidement. Mais c'est vrai que cette soif de savoir et de comprendre et d'avoir à disposition des outils qui soient beaucoup plus élaborés commence à naître davantage, surtout d'ailleurs parce que les ordinateurs sont de plus en plus à portée de la main de tous. Un ordinateur à 4000 francs avec un CD-ROM intégré, ça n'est pas très cher. D'ailleurs, on entre dans des prix qui sont comparables à ceux des outils américains. Bonjour, je m'appelle AtouClick. Reste avec moi, je vais te faire découvrir mes 3 nouveaux CD-ROM. L'objet que tu vois sur la page de ton L'école virtuelle, c'est pour demain. Actuellement, les éditeurs informatiques affinent leur savoir-faire sur les impasses et les manques de l'école traditionnelle en développant le multimédia parascolaire, car là, il existe une vraie demande. Dans le même temps, Lagardère et Vivendi ont pris le contrôle de 80% du marché de l'édition scolaire et universitaire traditionnelle. Les deux groupes possèdent désormais les contenus de ces fameux tuyaux qui demain alimenteront toutes les écoles reliées au réseau.
On s'échange tout le temps. Dans le collège, on a autant de CD que de livres dans nos sacs. Parce qu'on s'échange tout le temps les trucs avec les copains, on va dans tous les sens. Mais les CD, ça tient moins de place quand même. Oui, ça tient moins de place, oui. Voilà, un avantage aussi, sur un CD, on a l'équivalent d'une trentaine d'encyclopédies. Avec en plus les sons, images, vidéos. Évidemment, pour l'instant, les écoliers prennent encore chaque matin le chemin de l'école, sur leur dos, un cartable bourré de manuels scolaires. Ces livres scolaires tant critiqués et autour desquels semble se jouer l'avenir de l'école. Lorsque deux opérateurs de technologie de pointe comme Lagardère et Vivendi débarquèrent en masse dans le monde de l'édition scolaire, on pouvait se demander ce qu'ils venaient faire au milieu de ces livres à l'ancienne, de ces encyclopédies traditionnelles et de ces dictionnaires de papier. Nous ne sommes plus dans une société d'édition, nous sommes dans une société d'information. Je crois que le monde est en train de changer, que l'information devient reine et que l'information que l'on va trouver sur des CD-ROM, l'information que l'on va trouver sur Internet n'est pas nécessairement la même que celle qui est dans les livres. Elle sera différente, elle sera conçue d'une manière différente. Il y a une deuxième source de créativité qui se fait à côté des éditeurs et c'est pour ça que la collaboration entre les deux est un plus considérable. Le taux de croissance du multimédia est de l'ordre de 40% par an. Le marché du livre est en décroissance. Et quand on voit que l'information devient une information mondialisée, il est indispensable que nous prenions très vite, et nous l'avons déjà commencé à le faire, et d'autres l'ont fait aussi, nous prenions le virage du multimédia, c'est-à-dire d'offrir des produits sous différentes formes, qui n'excluent pas bien entendu la littérature, qui n'excluent pas la forme classique de l'édition, mais qui viennent la compléter. L'école est très vulnérable aujourd'hui au marché, en interne comme en externe, parce que les parents adoptent des attitudes de plus en plus consuméristes et cherchent les écoles qui vont leur apporter de plus en plus de sécurité pour leurs propres enfants. L'école est vulnérable au marché aussi parce que dans toute situation de crise, on se tourne vers ceux qui est susceptible de vous donner la sécurité, et les nouvelles technologies apportent cette apparence de sécurité. Je pense qu'il faudra résister à cela. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent apporter, comme leur nom l'indique, de l'information. Elles ne peuvent pas faire de l'éducation. L'éducation, c'est autre chose que de l'information. L'éducation, c'est être capable de prendre de la distance, d'avoir un esprit critique, de connecter avec d'autres champs de savoir, de regarder si les disciplines entre elles résonnent ou pas. C'est aussi être capable de progressivement effectuer des exercices de plus en plus complexes et avoir une progression, une exigence à l'égard de soi. Ça, c'est des exigences éducatives. On peut imaginer un nombre considérable d'outils qui viennent apporter de l'information, c'est pas pour autant que ces outils feront de l'éducation. Jusqu'à plus ample informé, l'éducation, il n'y a qu'un homme qui peut le faire. On n'a pas d'exemple dans l'humanité d'une éducation qui se fasse sans qu'un homme se coltine un autre homme, lui impose des exigences, se mette face à face avec lui ou côte à côte avec lui et lui dise voilà où tu vas arriver, voilà ce que tu vas faire, que l'autre y s'essaye et que petit à petit, un homme grandisse dans ce dialogue. Même si on veut résister à ce processus, ça sera très difficile. Par exemple, dès aujourd'hui, il existe des universités virtuelles aux États-Unis qui permettent à tout prof américain de faire lui-même son université virtuelle. C'est-à-dire, un prof entre sur Internet, sur un certain site, et il trouve des modèles très simples. C'est sur ZDCom, je vous signale. Et il trouve des modèles très simples qui lui permettent de mettre ses propres cours sur Internet et de faire son université virtuelle à lui. Et de mettre ses cours, ses tests, ses examens, ses exercices, ses corrigés, etc. Évidemment, si Harvard fait ça, et si je suis étudiant à Bordeaux, et que j'ai le choix entre apprendre à Bordeaux, en allant suivre mes cours, etc., ou suivre sur le net, par vidéoconférence, à coût gratuit, parce que la communication téléphonique, c'est la communication locale, des cours des meilleurs professeurs d'Harvard. Et si en même temps, j'ai la possibilité, grâce à cela, d'avoir le diplôme d'Harvard, personne n'hésitera une seconde. Manipulation informatique dès la maternelle en ce qui concerne le dessin,
courrier électronique dès le CE1, accès au web dès le CM1, travail en réseau dès le collège, adresse personnelle électronique dès le bac. Voilà des objectifs clairs qui devront être atteints en l'an 2000. Le troisième millénaire arrive, donc pas de nostalgie, pas de rejet, pas de crispation. Et en même temps, l'école est le premier, le dernier lieu de socialisation à peu près universelle. Donc il est extrêmement grave d'imaginer qu'on pourrait court-circuiter un système éducatif sur une nation qui permet à peu près à l'ensemble des enfants, bien ou mal, c'est vrai, mais au moins elle prend l'ensemble d'une génération, et de l'abandonner au profit de circuits privés qui entreraient soit en compétition, soit carrément qui supprimeraient tout ou partie de ce système ancien, et qui ne joueraient plus que sur des intérêts à court terme, des productions de compétences étriquées qui ne seraient qu'à valeur adaptative pour les professions du moment, et qui laisseraient des gens complètement déqualifiés au bout de quelques années. Dans le monde, l'école et son avenir intéressent les industriels. En Belgique, l'université libre de Louvain-la-Neuve vient d'élire dans la controverse un nouveau président à la tête de son conseil d'administration, François Cornelis, le PDG de Petrofina. Ma présence parmi vous en étonnera sans doute plus d'un. Allons-nous continuer à incriminer l'enseignement secondaire ou pouvons-nous développer des idées neuves et une pédagogie volontariste? Pourrons-nous bâtir les passerelles avec l'enseignement supérieur, industriel et commercial, et avec les écoles techniques, pour éviter l'enfermement définitif de jeunes dans des choix posés à 18 ans? De tous les métiers, c'est celui de l'éducation qui subira les plus grands bouleversements dus aux nouvelles technologies dans les 20 prochaines années. Le risque actuel n'est guère que les entreprises s'intéressent de trop près aux universités, mais bien qu'elles ne s'y intéressent pas assez. Pourquoi cet intérêt des industriels pour l'école ? François Cornelis, PDG de Petrofina et nouveau président de l'université de Louvain-la-Neuve, est aussi un des membres les plus influents d'un cercle discret mais puissant d'industriels européens basés à Bruxelles, l'ERT, l'European Round Table, la table ronde européenne des industriels. Depuis des années, un journaliste de la RTBF, Gérard de Célis, enquête sur l'ERT et sur sa réelle influence dans les projets de privatisation des services publics. J'ai découvert au début des années 80-85 qu'il existait un groupe de pression en Europe qui s'appelait Table ronde européenne des industriels et qui était à l'origine des stratégies de privatisation des services publics. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert, ces industriels européens, que les services et les entreprises publiques généraient une part importante du produit intérieur brut. Donc c'était une nouvelle source de revenus importante pour eux s'ils parvenaient à mettre la main dessus. Ils ont mis la main dessus. Alors qui sont-ils? Eh bien ils sont 47 aujourd'hui. Tous les producteurs d'ordinateurs et de matériel électronique, sans exception, y sont. Et donc c'est eux qui déterminent, élaborent la stratégie qu'ils soumettent à la Commission européenne et que la Commission européenne s'empresse d'exécuter sur le terrain ou d'aider éventuellement par des subsides très importants. C'est le secrétariat de la table ronde qui est installé dans cet immeuble. C'est là que s'organisent les réunions des 47 grands patrons de la table ronde.
Ils ne peuvent pas tout à fait se cacher non plus. C'est un groupe de pression le plus occulte possible qui fait un travail intense auprès des institutions, soit gouvernementales, soit européennes, soit internationales comme l'OCDE. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils n'existent pas. Donc ils sont obligés de montrer un petit aspect de leur existence pour qu'on ne les accuse pas de fomenter des complots dans l'ombre. Oui, bonjour madame, je viens chercher de la documentation. Pardon? Je viens chercher de la documentation. Chez ERT? Oui. Oui, au deuxième étage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Investir dans la connaissance. Éducation et compétences. Éducation permanente. Et alors il y a un rapport important. C'est construire les autoroutes de l'information, qui est l'épine dorsale de la stratégie de privatisation de l'enseignement. Voilà. Vous voyez, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Il y a au niveau communautaire, et auprès de la Commission tout spécialement, un lobbying très important. C'est vraiment dans le domaine où il y a adéquation entre la volonté libérale de la Commission de faire sauter les monopoles publics, de réduire la part du service public, de développer l'initiative privée, les forces du marché, que là, le lobbying trouve une oreille évidemment très attentive du côté de la Commission. Les nouvelles technologies en matière d'information et de communication sont des outils extrêmement intéressants et excitants pour améliorer l'éducation en Europe. Pourquoi ? Parce qu'elles font déjà partie de notre vie quotidienne et les gens y sont déjà habitués et s'y habituent de plus en plus. Elles font donc partie de notre vie et nous devrions les intégrer à l'enseignement. Leur potentiel d'interactivité est considérable. On peut apprendre de manière active grâce à la communication et la technologie. On peut apprendre en faisant, et des études ont montré que le taux de réussite de cette méthode pouvait atteindre 80%. Par contre, lorsqu'on apprend de manière passive, en restant assis dans une classe et en ne faisant rien, le taux de réussite n'atteint parfois que 10%. Elles ont donc un énorme potentiel pour la mise en place d'un réseau reliant les établissements d'enseignement européens. Et ce réseau pourrait être une grande source de richesse. François Cornelis est non seulement le président du groupe éducation de la Table ronde européenne, il est également directeur général de Petrofina. En accord avec son conseil d'administration, il a utilisé son fonds de mécénat pour mettre en pratique dans les écoles belges les conclusions du rapport de la Table ronde sur l'éducation. Nous avons actuellement un programme en Belgique que nous avons baptisé l'École du futur, où nous mettons à profit les conclusions du rapport de la Table ronde concernant l'utilisation de l'informatique et des techniques de communication et les mettons en pratique dans des écoles dans le cadre de projets pilotes. Nous faisons cela avec nos amis d'IBM Belgique et également en étroite collaboration avec l'Université de Liège. C'est une expérience très intéressante qui montre, à mon sens, la voie à suivre pour le futur. De la théorie, les industriels de l'ERT sont passés à la pratique. L'expérience se déroule dans des écoles et des collèges situés autour du site de recherche de Petrofina, dans une des régions les plus pauvres de la Belgique francophone.
Ici, le taux de chômage frôle les 30%. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, notre petite tortue? Avancer. Ah, est-ce qu'elle s'est déjà fait quelque chose? Appuyer deux fois sur Non, non, non. Qu'est-ce que je dois mettre d'abord pour que vous sachiez où vous allez? La pomme. Il faut qu'elle aille manger la pomme, d'accord? Oui. Alors, je vais la mettre ici. Combien de pas on a dit? Deux pas, vas-y. Appuie sur le 2. D'accord. Et puis, que doit-elle faire? On a dit? Elle est ici. Tourner. Tourner. De quel côté? Gauche. Gauche. D'accord. Tourner à gauche. Et puis, que veut-on faire maintenant? Go. Alors, est-ce qu'elle s'est mangé la pomme? Oui. Oui, super. Les enfants sont en train de programmer une tortue robot. Grâce à ces exercices, on installe des structures logiques et mathématiques puisque l'enfant est en train de programmer. On lui apprend aussi à émettre des hypothèses et puis à les vérifier par l'action. Ça aide aussi à une meilleure maîtrise de l'espace et ça prépare l'enfant à pouvoir passer le plus rapidement possible à l'écran et travailler le programme logo sur le plan vertical. Et après c'est pièces. Ah non, pas ça. À la poubelle. Ici. Et quand il nous rappelle, c'est pour nous montrer qu'ensemble on va jouer. Moi j'ai gagné. Je clique quoi? Et je crois que, à la limite, ils préfèrent ce type d'enseignement que d'avoir encore en face d'eux un maître qui leur déverse du savoir sans se préoccuper de l'acquis des élèves. Je pense aussi que le monde va se réveiller et nous allons vivre de plus en plus d'expériences comme ceci. Mais pour l'instant, je pense que nous sommes toujours des pionniers. Opposé de moins 3,4 égale 3,4. Oh zut, tu as détruit un globule rouge. Ce qu'on va attendre de l'école, ce que les producteurs et les grands industriels attendent de l'école, c'est qu'elle forme des jeunes qui peuvent se former eux-mêmes. Parce qu'en se formant eux-mêmes, ils seront poussés à acheter des cours à distance. Donc l'école aura pour mission, elle aura deux missions essentielles. C'est d'abord de former les jeunes à utiliser un ordinateur, à pouvoir utiliser un didacticiel, un logiciel d'éducation, et à s'auto-former. À acquérir aussi les bases élémentaires de la langue, des mathématiques ou d'autres langues. Mais vraiment une base, un socle comme ils disent eux-mêmes. Et à partir de ce socle, quand ils entrent dans l'adolescence et quand ils sont censés entrer à l'école secondaire, là, tout doucement ou rapidement, on les dévie vers l'enseignement privé, commercial, marchand. La communication entre la table ronde et la commission a toujours été excellente. Je pense que sur le fond du problème, nous partageons les mêmes convictions. Il y a une vraie urgence si nous voulons être d'abord compétitifs avec les États-Unis dans les technologies de l'information. Et nous travaillons d'une façon assez proche avec ce qu'on appelle la Round Table, la table ronde des industriels européens. Mais à partir du moment où il y a un marché, il n'y a pas besoin d'aider un industriel. Il y a un marché à partir du moment où les écoles sont équipées et où le système scolaire accepte d'utiliser ces équipements. À partir de là, il y a un marché et les éditeurs, il n'y a pas besoin de leur dire plusieurs fois, ils connaissent le marché, ils y vont. Je constate d'abord avec plaisir que notre commissaire, Madame Édith Cresson, a mis au point un plan très remarquable qui s'appelle « Apprendre dans la société de l'information ». Et je souhaite que ce plan soit soutenu le plus possible par l'Union européenne. Et puis,
Nous avons déjà en France fait des efforts. Je veux que pour l'an 2000, c'est-à-dire dans 3 ans, tous les établissements d'enseignement secondaire soient connectés au réseau. Extrait du traité de Maastricht. En respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif, l'action de la communauté vise à encourager le développement de l'éducation à distance. Alors, il n'y a pas de politique éducative commune en Europe, puisque l'éducation n'entre pas ni dans le traité de Maastricht, ni dans celui d'Amsterdam. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a un marché européen des nouvelles technologies de l'éducation qui se développe. Je crois qu'il est extrêmement important que l'école laïque et républicaine que nous connaissons sache se préserver. Et ce qui me paraît aujourd'hui dangereux, c'est que précisément l'absence d'objectifs clairs pour l'école républicaine laisse la possibilité au phénomène de marché de se développer avec tous les aléas concurrentiels qui peuvent produire les effets pervers qu'on mesure bien volontiers. Le fait est que le monde est comme il est et que si on met une Mercedes sur le marché, elle sera achetée par les riches. Et que si on met Internet sur le marché, il sera acheté et utilisé par les riches. Aujourd'hui, sur Internet, vous en avez 40 millions aux États-Unis, 22 millions en Europe et seulement 1 million en Afrique. C'est pas la faute d'Internet. C'est vrai que l'enseignement aujourd'hui n'est pas parfait, c'est vrai que l'enseignement renforce idéologiquement la coupure entre les classes défavorisées et sous-éduquées et les classes favorisées et suréduquées, mais ce à quoi on se prépare là, en privatisant et en marchandisant l'enseignement à outrance, c'est approfondir la fracture d'une manière extraordinaire, l'aggraver d'une manière extraordinaire. Ça veut dire que des centaines de millions d'enfants dans le monde n'auront plus du tout accès à un enseignement de qualité et que quelques centaines de millions ou quelques dizaines de millions auront accès à un enseignement ultra performant. Surtout sur nos économies, quoi, qu'on a pu avoir ça. Bon, encore moi, c'est surtout de la récupération que j'ai. Comme mon ordinateur, il vient d'un peu partout. Soit des copains qui m'ont donné ou des pièces que j'ai achetées en occasion ou autre chose. Fait que toi, c'était sur tes économies, toi. Oui, ouais. J'ai dû économiser 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans qu'il économise et puis il a pu s'acheter un ordinateur. Alors, il ne faut pas imaginer que le libéralisme scolaire est un horizon catastrophique à 20 ans. Il est déjà là. C'est-à-dire qu'il y a déjà des établissements à 2, 3, 4 vitesses. Il y a déjà dans certains établissements des 6e qu'on appelle international ou bilingues ou que sais-je encore, où les fils d'enseignants, de notables sont réunis là à l'abri des mauvaises fréquentations. C'est déjà installé, ça. Donc le problème, c'est pas d'avoir peur que ça existe, c'est de prendre acte que c'est déjà là et de lutter contre. Si vous me demandez si le capitalisme a envie de privatiser l'éducation, la réponse est oui. Est-ce que vous pensez que ma position, j'adhère à ça? Ma réponse est non. Voilà. Nous devons améliorer nos systèmes d'information et de décision pour éliminer les reproches dont nous pourrions être responsables et permettre de créer de nouveaux liens avec les entreprises. N'oublions pas que l'entreprise, dont il ne s'agit pas de magnifier d'une façon irresponsable l'importance, c'est tout de même la mémoire et l'observateur de la pertinence des qualifications. C'est là où on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ce qu'on a appris aux jeunes est utilisable ou pas. Si ce n'est pas utilisable, ils ne vont pas faire de cadeaux dans les entreprises. En avançant dans son enquête sur la privatisation des services publics, Gérard de Célis a essayé de comprendre la logique de ces industriels qui s'intéressent aussi près à l'école.
Il est ainsi entré en possession d'un document confidentiel qui éclaire d'un jour nouveau les moyens mis en œuvre pour contrôler et privatiser l'éducation. En 1996, la Commission européenne publie un appel d'offres dans le journal officiel demandant à des entreprises européennes si elles veulent participer à un programme financé par elles de développement de logiciels d'enseignement et de ce genre de choses-là. Et elle organise à Bruxelles une réunion avec les gens qui sont dans ces entreprises chargées de développer ce programme. Et elle leur remet un document qui leur dit quel est son véritable but. Et ce document, elle ne le remet qu'à eux, il est confidentiel. Et il m'est parvenu d'ailleurs par un de ces experts qui avait très peur de me le donner, qui m'a dit ce document est explosif. Alors pourquoi il est explosif? Parce qu'il prépare tout bonnement la disparition rapide des diplômes nationaux dans toute l'Europe. Et c'est la Commission européenne qui a élaboré ce document. Ce n'est pas l'industrie. L'informateur de Gérard de Célis, nous l'avons retrouvé. Il est ingénieur expert auprès de la Commission européenne. Pour des raisons évidentes, il a tenu à conserver l'anonymat. Effrayé par la logique de ce projet, il a refusé d'y participer avec d'autres. Car la logique est simple. Un contrôle de connaissances électroniques vous suit dès la sortie du collège, pendant toute votre scolarité, puis votre vie professionnelle, décide de votre embauche et de votre progression de carrière. L'officier qui organisait cette réunion nous a remis un document qui était lié à l'évaluation des connaissances. Donc en fait, il a été transmis de façon anormale, de la main à la main, ce qui est tout de même assez bizarre, et puis en même temps bien ciblé, puisqu'en fait, nous étions un ensemble de personnes qui avions les compétences pour répondre. Les risques, je pense, c'est d'arriver à établir un standard, Human Dispute Standard, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en question pour juger l'ensemble des citoyens de l'Europe en ce qui concerne leurs connaissances et leurs compétences de base. Alors on a évacué l'histoire, parce que c'est trop délicat, la géographie l'est peut-être, et encore, mais on va prendre un certain nombre de choses comme les mathématiques, qui doivent être indiscutables. Encore, quand on fouille un peu, on sait bien qu'évaluer les compétences d'un mathématicien, c'est pas si facile que ça. Mais à ce niveau-là, on fait un standard. Et puis en plus de ça, ces connaissances, ces compétences de base, on va les inscrire dans une carte. Donc en fait, c'est une initiative dont elle est dit clairement qu'elle est transnationale. C'est un peu l'euro de la connaissance, si vous voulez. On est en train de faire l'euro de la connaissance. Et là, on n'en a même pas débattu sur la place publique. C'est 1984, c'est George Orwell, on vous regarde, on vous mesure. Non seulement on vous mesure, mais on inscrit la mesure sur une carte qui sera votre passeport universel. Donc vous pouvez chercher un emploi, on va vous demander votre système d'accréditation, puisque c'est ça qui fera foi, puisque les diplômes papier, ils ont beau être irremplaçables, c'est ce truc-là qui sera le passeport, puisque toutes les autres, ils sont tellement marqués d'un côté national et de votre culture nationale que ça doit être anti-européen. L'informatique, ça garde la trace de tout. Donc vous avez les moyens de savoir si une personne a passé pour la 25 millième fois son test. Alors vous pouvez avoir un enregistrement final comme quoi la personne a passé son test, mais par derrière, il y a tous les moyens techniques de savoir que la personne s'est inscrite 25 fois et que c'est à la 26e fois qu'elle a réussi à passer le test. C'est pire que le fichage, puisque enfin, c'est un fichage comme personne n'avait pensé pouvoir le faire. Ce projet poussé par la Commission européenne continue sa route. À Marseille, la première carte de compétences limitée aux mathématiques est déjà prête. Les tests viennent de commencer. Actuellement, il y a entre 20 et 40 projets qui ont été conduits dans ce cadre européen qui est le cadre des projets Leonardo. Ce que je sais, c'est que chaque équipe travaille isolément. Et ce dont je suis à peu près certain, c'est que dans le courant de l'année 99, les chefs d'orchestre, non pas clandestins, mais vraiment trop discrets, vont se rendre compte qu'il est effectivement impératif que les systèmes se ressemblent. En mathématiques, naturellement, il y a plusieurs niveaux. Et nous nous sommes contentés de 4 niveaux.
en allant du niveau très élémentaire, des mathématiques qui sont utiles à tout le monde, jusque le niveau le plus grand que nous ayons eu à déterminer, c'est à peu près Bac plus 2, c'est-à-dire les mathématiques qui sont utiles à ce qu'on appelle en France un technicien supérieur, et ce que les Allemands appellent ingénieur de production. Eh bien, imaginons que j'ai suivi une formation et je souhaite l'accréditer, c'est-à-dire pouvoir en faire état. Donc je me rendrai dans un centre agréé et je mettrai cette carte dans ce lecteur. Ce lecteur est connecté à l'ordinateur. Ensuite, je passerai mon test. Le résultat du test s'inscrira sur cette carte. Ensuite, si je vais chez un employeur, je peux le faire imprimer, le contenu. Donc ça remplace un curriculum vitae. Et en outre, cette carte a un rôle de sécurité. Elle vérifie que j'ai bien passé à partir du bon endroit et je suis bien connecté au bon endroit. Ce système européen d'accréditation des compétences en est au stade des essais techniques dans un centre de formation professionnelle pour adultes des Bouches-du-Rhône. Il faut que les tests soient irréprochables sur le plan des mathématiques, mais il faut aussi qu'ils aient un sens pour les professionnels, des professionnels industriels, qui devront également exercer une influence à travers, en effet, le réseau des chambres de commerce. Notre système pourra être passé dans des centres agréés, qui peuvent être des endroits comme celui-ci, c'est un centre populaire d'enseignement, qui peuvent être des instituts de formation des maîtres, qui pourront même être certainement des lycées qui souhaiteront être centres d'examen, centres de validation. Et ensuite, tout ceci est simplement quand les gens passent un test, ils se connectent au centre serveur. Et donc, il y a un endroit qui pour le moment est à Marseille, qui demain peut être à Heidelberg ou à Cambridge, puisque ce sont nos principaux partenaires. Et ensuite, il y a une organisation européenne qui alimente ce serveur avec des tests régulièrement rafraîchis, régulièrement revisités, améliorés, critiqués. Cette carte européenne de compétences devrait nous suivre tout au long de notre vie, de nos apprentissages, de nos expériences professionnelles. C'est la très respectée Société mathématique européenne, installée sur le campus de l'Université de Marseille, qui vient d'être choisie par la Commission européenne pour mettre au point les principes de l'élargissement du dispositif. Alors le groupe auquel participe Jean-Pierre Boudine, lui, a un travail qui a une partie technique très importante, qui est toute la partie accréditation des connaissances acquises. Pour nous, évidemment, nous nous situons dans un cadre plus général de l'ensemble des connaissances. Le système d'accréditation vise spécialement les gens qui vont s'intéresser à la formation continue. Dans notre cadre, nous devons prendre l'ensemble des élèves. Pour les jeunes de 16 ans, c'est une première étape. Après, on fera les jeunes de 18 ans et ensuite 2 années après le baccalauréat. Et si dans la perspective d'aider la Commission européenne à définir, disons, ce que peuvent être des niveaux d'équivalence de diplôme d'un pays à l'autre. Il va falloir progressivement en Europe avoir des équivalences de diplômes, donc d'avoir des équivalences entre diplômes universitaires, et en même temps avoir un système d'équivalence avec les formations professionnelles. C'est là où il y a un risque avec les entreprises. C'est que la reconnaissance de la formation par le travail, qui est absolument essentielle en particulier à réduire les inégalités sociales pour ceux qui ont été obligés de partir travailler plus vite, peut devenir un danger si c'est les entreprises qui fixent les normes. Nous discutons avec 40 branches professionnelles européennes, donc pas seulement nationales. Elles sont à travers toute l'Europe, elles ont des besoins communs et elles essayent nous essayons de les aider à mettre en place des systèmes d'accréditation des compétences communes, ce qui facilitera la mobilité des salariés et donc sera un moyen de lutter contre le chômage en Europe. C'est ce que nous faisons avec la Société européenne de mathématiques. Parce que qu'est-ce qui intéresse un professionnel? Il cherche quelqu'un qui est très pointu dans une matière. Hein.
Ils ne cherchent pas forcément l'ensemble des 6 ou 8 ou 10 matières que vous avez passées. Vous avez passé un examen qui a été sanctionné par un diplôme général, qui est une note générale. Et c'est donc d'une façon très précise sur cette matière-là que vous allez être interrogé, que vous allez passer le test d'accréditation. Eux, ils imaginent que tout ce qu'ils font est bien. Donc dans cette boîte-là, ils cogitent, ils préparent avec le patronat ce que eux estiment être le meilleur pour l'Europe. C'est un peu le proverbe « quand Ford va bien, toute l'Amérique va bien ». Eux s'imaginent que si l'industrie européenne va bien, ça va doper le social, ça va créer de l'emploi. On a bien vu depuis l'ouverture du grand marché et le traité de Maastricht que c'est exactement le contraire qui se passe, mais c'est comme s'ils ne s'en rendaient pas compte. Un système normé, standardisé sur l'ensemble de l'Europe, des compétences qu'on associerait à l'embauche ou à une attribution d'emploi, c'est un rêve, je dirais, de type totalitaire qui consiste à assimiler une définition arbitraire de savoir-faire à l'emploi, alors que déjà on sait que les relations entre l'emploi et l'embauche sont déjà, et le diplôme sont déjà extrêmement instables et incertaines, car les diplômes indiquent simplement un niveau, mais ne garantissent rien à l'intérieur. Alors, je comprends qu'on veuille préciser un peu plus et s'assurer que sous le diplôme, il y a des compétences réelles. Mais ce qu'on va observer, qu'on a déjà observé depuis une vingtaine d'années, car les compétences, c'est pas récent non plus, c'est que ces compétences ne sont valables, ne sont précises et opératoires qu'à des niveaux très bas de qualification. Dès qu'on arrive à des niveaux d'activité, ce qu'on appelle de cadre, enfin je veux dire des niveaux d'une activité supérieure, c'est-à-dire collaborer, analyse, synthèse, stratégie, adaptation, collaboration, ce sont des ce qu'on appelle des métacompétences. Et alors là, je défie qui que ce soit de me faire des listes de métacompétences. L'accréditation des compétences par des procédures automatiques sur lesquelles la Commission européenne travaille est une vision libérale de l'enseignement qui ne correspond pas du tout à la vision que j'ai de l'enseignement. Je pense que l'enseignement, ce n'est pas l'acquisition de compétences, c'est certes l'acquisition de savoir, mais l'enseignement et l'éducation, pour moi, c'est apprendre à raisonner, apprendre à penser, apprendre à être autonome et apprendre à être citoyen. Il ne nous appartient pas de les obliger. L'éducation nationale est du domaine des États. Nous, ici à la Commission, qu'est-ce que nous faisons? Nous proposons. Nous faisons des propositions. Nous essayons de faire des propositions qui correspondent à l'état de la société et des connaissances. Donc, puisque l'état de la société et des connaissances est aujourd'hui tel qu'il est, nous essayons de faire en sorte que les citoyens européens puissent disposer des moyens qui correspondent aux besoins de l'époque actuelle. Moi, je ne veux pas fabriquer des hommes et des femmes qui sont automatiquement formés et qui servent d'instruments aux entreprises. C'est pas ça mon œuvre d'éducation. Je ne vois pas demain les gens qui vont passer le bac sur ordinateur. Je vois pas ça à échéance. Non, non. Encore que je vous signale que, mais je ne pense pas que ça soit une bonne chose. On n'en a pas parlé. Mais en France, le concours d'entrée en médecine est fait sur un QCM corrigé par ordinateur aujourd'hui. Donc là, ça se fait, mais c'est une profonde erreur. Je ne pense pas qu'on peut juger d'un médecin avec un QCM. Nous tenons informés, évidemment, par des communications, les gouvernements sur le point où nous en sommes. Il y a des conseils des ministres de l'Éducation où j'explique ce que nous faisons et où certains ministères européens sont extrêmement intéressés. Donc, certains pédagogues s'investissent dans ces travaux et y participent. Il est évident qu'on ne va pas faire ça sans les enseignants. Que ce soit reconnu ensuite en tant que par l'éducation nationale comme institution, ça mettra probablement un certain temps, mais je pense que ça se fera. Mais bien sûr qu'on a les moyens de résister. L'Europe, c'est jusqu'à preuve du contraire, l'éducation, ça appartient à chaque pays. Et donc, bien sûr, et donc on est tous... Non mais attendez, Madame Cresson peut vous dire ce qu'elle veut sur ce domaine. Les ministres de l'éducation européens ont aussi leur avis. On a une vision de l'éducation qui n'est pas celle-là. Nous sommes unanimes en Europe
tous les ministres européens ont la même vision que la mienne. C'est pas étonnant, ils sont tous sociodémocrates de l'éducation. Mais l'expérience montre que les États qui négocient entre eux de façon très diplomatique, très secrète, trouvent assez souvent utile ou pratique de s'affranchir du débat politique national et du contrôle des parlements en faisant monter des questions au niveau communautaire. Et donc très souvent, les États eux-mêmes sont complices de cette extension du champ de compétences communautaires quand ça arrange les gouvernements par rapport au contrôle politique auquel ils peuvent être soumis à l'intérieur de leur propre État. Pour l'instant, les ministres de l'Éducation de l'Union européenne seraient opposés à ce projet. Mais les ministres passent, Claude Allègre le sait bien, qui tentent de rendre irréversibles ses choix pour l'école. S'il facilite le développement des grands groupes français d'édition, c'est parce qu'il espère conserver son droit de regard sur les contenus éducatifs et contrer l'arrivée massive de produits multimédia américains. Mais comment mesurer le risque d'un tel pari ? Les grands groupes industriels et financiers n'auront-ils pas la tentation de contrôler les outils du savoir ? Et quelle garantie a-t-on qu'ils resteront européens ? Dans la balance, fragile et désemparée, il reste l'école. Le problème qui se pose, il est double. C'est pourquoi et comment. Le pourquoi me paraît pour l'instant très flou. Quant au comment, on va avoir un problème de moyens qui est déjà réel dans les établissements. Bon, l'informatique est dans l'air du temps. Maintenant, ça fait bien d'en parler. Comment on va l'utiliser? Quels moyens vont être dégagés? Qui va le faire? Quelle formation on aura? Là-dessus, il n'y a rien de dit. Monsieur Allègre dit « chaque enseignant devra être équipé ». Il est sympathique, mais est-ce qu'il envisage une prime de Noël pour les enseignants? Un petit établissement comme le nôtre, comment peut-il envisager le vrai surf, comme on dit, sur Internet, en connaissant les factures de téléphone que ça va engendrer? Aujourd'hui, le moins cher qui est proposé par France Télécom, c'est aux environs de 5 000 francs pour 300 heures de connexion dans l'année. 300 heures, ça ne permet pas d'aller se connecter régulièrement sur des sites. Écoutez, moi je vais vous dire, pour moi c'est du chinois. Et je m'inquiète un petit peu parce que je crois que je vais m'éloigner, on va s'éloigner de... on va laisser un petit peu en dehors ou un petit peu sur la rive les gens comme moi qui ne comprennent rien du tout à l'informatique et qui vont devoir s'adapter petit à petit. Mais bon, s'il faut le faire, je le ferai. Bon, moi ça fait une dizaine d'années que je me bats pour que les collègues investissent cet outil. Bon, on n'est pas encore arrivé au fait que chaque collègue sache ne serait-ce qu'allumer un ordinateur. Je n'arrive pas déjà à concevoir comment on peut tirer un apprentissage d'une machine. Je suis toujours adepte, moi, des relations humaines. Je crois qu'on en a toujours besoin. Ce serait une espèce de perte d'énergie pour moi de chercher à m'adapter à quelque chose de nouveau plutôt que de faire mieux ce que je suis déjà en train de faire. Je préférerais faire mieux encore. Et je vous dis, injecter des doses homéopathiques d'informatique, puisque c'est quand même ce que les élèves, les jeunes gens, les adolescents apprécient. Et eux manipulent ça constamment. Je ne suis pas certain que les enseignants, encore actuellement, aient perçu et souhaitent tout ce que nous sommes en train de préparer. Mais quand on est dans l'industrie, on doit avoir un comportement un peu de visionnaire. C'est à nous de donner l'exemple. Je trouve d'ailleurs que les pouvoirs publics dans ce domaine, avec le plan Allègre en particulier, ont beaucoup apporté, ont sensibilisé. Et il faut continuer dans cette voie-là. Nous avons fait une grande enquête en Europe qui montre qu'un tiers des enseignants craint le multimédia, un tiers est tout à fait d'accord pour s'y mettre et de bonne volonté, et puis un tiers est enthousiaste. Dans toute profession, il y a toujours un volant de gens qui ne peuvent pas s'adapter. À ce moment-là, il faut qu'ils fassent autre chose, ou bien on attend simplement leur départ à la retraite, et puis on les remplace par des gens qui sont formés de manière adéquate. C'est pas quelque chose de dramatique, c'est pas quelque chose de brutal.
Pour lutter contre les phénomènes de marché, il n'y a pas 36 solutions. À mon sens, il n'y en a qu'une véritablement possible, c'est de redonner sa force symbolique, quasiment sacrée, au savoir et à la relation éducative. Ce qui est important, c'est de former la personne. Ce n'est pas de consommer des biens. Ce qui est important, c'est d'entrer dans une logique qui soit une logique d'exigence, de formation et d'éducation de l'individu, et non pas dans une pédagogie bancaire, qui est la pédagogie dominante actuellement, qui est la pédagogie où on va à l'école pour acheter du savoir que l'on rend le jour de l'examen, un peu moins parce qu'on prend les intérêts, et puis que si on rendait aussi bien, on délégitimerait l'enseignant parce qu'on lui redonnerait les choses qu'il vous a données précédemment. Il s'agit de sortir de cette relation d'échange commercial qui régit actuellement le système éducatif pour aller vers une relation qui soit centrée sur un rapport qui soit un rapport de véritable formation de la personne.